Nul doute qu'ils seront inquiets car cela fait si longtemps que je ne leur ai pas écrit. Maman sera fâchée et Clara pensera que je vis dans un tel tourbillon de joie que j'ai complètement oublié la douce image angélique si profondément gravée dans mon cœur et mon âme. Mais ce n'est pas comme ça, chaque jour, chaque heure, je pense à toi et le charmant visage de Clara revient encore et encore dans mes rêves, ses yeux transparents me regardent avec douceur, et sa bouche me sourit comme autrefois, quand je revenais vers toi. Ô mon! Comment ai-je pu vous écrire avec la violence qui rôdait dans mon esprit et qui jusqu'ici a troublé toutes mes pensées? Quelque chose de terrible est entré dans ma vie. Les sombres pressentiments d'un destin cruel et menaçant pèsent sur moi, comme des nuages noirs, impénétrables aux joyeux rayons du soleil. Je dois vous dire ce qui m'est arrivé. Il le faut, c'est nécessaire, mais rien que d'y penser, j'entends des rires moqueurs autour de moi. Oh, cher Lothario, comment puis-je simplement essayer de te faire comprendre que ce qui m'est arrivé il y a quelques jours aurait pu bouleverser ma vie d'une manière terrible. Si vous étiez ici, vous pourriez voir de vos propres yeux, mais vous me considérez certainement maintenant comme un visionnaire absurde. Bref, l'horrible vision que j'ai eue, et dont j'essaie d'éviter l'influence meurtrière, consiste simplement qu'il y a quelques jours, précisément le 30 octobre à midi, un vendeur de baromètres est entré chez moi et m'a offert sa marchandise. Je n'ai rien acheté et j'ai menacé de le jeter dans les escaliers, mais il est parti sur le coup. Vous soupçonnez sans doute que des circonstances particulières qui ont profondément marqué ma vie donnent une pertinence à cet événement insignifiant, et c'est bien le cas. Je rassemble toutes mes forces pour vous dire calmement et patiemment certaines choses de mon enfance qui apporteront lumière et clarté à votre esprit. Au moment de commencer, je te vois rire et j'entends Clara dire « Ce sont de vrais enfantillages. » Rire. Riez de bon cœur, je vous en prie. Mais, Dieu du ciel, j'ai les cheveux hérissés, et il me semble que je les conjure de se moquer de moi dans le délire du désespoir, comme France More conjurait Daniel. Passons au fait en question. Sauf aux heures des repas, mes frères et moi voyions très peu mon père. Il était très occupé au travail. Après le dîner, qui, selon l'ancienne coutume, était servi à 7 heures, nous allions tous, notre mère avec nous, au cabinet de travail de notre père, et nous nous asseyions à une table ronde. Mon père fumait sa pipe et buvait un grand verre de bière. Il nous racontait souvent des histoires merveilleuses, et était si passionné par ses contes qu'il laissait sa pipe s'éteindre. J'étais chargé de le rallumer avec un éclat enflammé, ce qui m'a procuré un plaisir indescriptible. Il nous a aussi souvent donné des livres d'images, et il restait silencieux et immobile sur sa chaise, repoussant d'épais nuages de fumée qui nous enveloppaient tout comme de la brume. Lors de ce genre de soirée, ma mère était très triste, et dès qu'elle entendait sonner 9 heures, elle s'exclamait « Allez les enfants, au lit, le marchand de sable arrive. » Je peux l'entendre. Et, en effet, on entendait alors des pas lourds résonner dans l'escalier, ce doit être le marchand de sable. Une fois, ce bruit m'a donné plus de frissons que d'habitude et j'ai demandé à ma mère qui nous accompagnait. « Salut maman. Qui est ce méchant marchand de sable qui nous éloigne du côté de papa? À quoi ça ressemble? » Il n'y a pas de marchand de sable, ma chérie, répondit ma mère. Quand je dis « le marchand de sable arrive », je veux dire que tu dois aller te coucher et que ton. Les paupières se ferment involontairement comme si quelqu'un leur avait jeté du sable dans les yeux. La réponse de ma mère ne me satisfit pas et mon imagination enfantine devina que ma mère avait nié l'existence du marchand de sable pour ne pas nous effrayer. Mais je l'ai toujours entendu monter les escaliers. Pleine de curiosité, impatiente de m'assurer de l'existence de cet homme, j'ai demandé à une vieille fille qui s'occupait de la plus jeune de mes sœurs, qui était ce personnage. À mon petit Nathanaël. Il m'a répondu, « Tu ne sais pas? C'est un méchant qui vient chercher des enfants quand ils ne veulent pas se coucher et leur jette une poignée de sable dans les yeux en les faisant pleurer du sang. Puis elle les met dans un sac et les emmène au croissant de lune pour amuser ses enfants,
qui attendent dans le nid et ont des becs crochus comme des hiboux pour leur picorer les yeux. Depuis lors, l'image du marchand de sable s'est terriblement imprimée dans mon esprit, et la nuit, au moment où l'escalier retentissait du bruit de ses pas, il tremblait d'inquiétude et d'horreur. Ma mère n'a pu qu'alors essorer ces mots étouffés par mes larmes, le marchand de sable. L'homme de sable. J'ai couru dans la chambre et cette terrible apparition m'a tourmenté toute la nuit. J'étais assez vieux pour penser que l'histoire du marchand de sable et de ses enfants dans le nid du croissant de lune, racontée par la vieille fille, n'était pas tout à fait exacte, pourtant le marchand de sable restait pour moi un spectre menaçant. La terreur m'a saisi quand je l'ai entendu monter dans le bureau de mon père. Parfois son absence durait longtemps, puis ses visites redevinrent fréquentes, qui a duré plusieurs années. Je ne pouvais pas m'habituer à une si étrange apparition, et la silhouette ténébreuse de cet étranger ne pâlit pas dans mes pensées. Sa relation avec mon père occupait de plus en plus mon imagination, l'idée de lui demander me remplissait d'une peur insurmontable, et l'envie d'enquêter sur le mystère, de voir le légendaire Sandman, grandissait en moi avec les années. Le marchand de sable m'avait glissé dans le monde du fantastique, où l'esprit enfantin s'introduit si facilement. Rien ne me plaisait autant que de lire ou d'écouter d'horribles histoires de génies, de sorcières et de gobelins, mais, à toutes les apparitions glaçantes, il préférait celles du marchand de sable, qu'il dessinait à la craie et au fusain sur les tables, sur les armoires et sur les murs dans les formes les plus hideuses. Quand j'avais 10 ans, ma mère m'a assigné une chambre à moi tout seul, dans le couloir, non loin de celle de mon père. Comme toujours, sur le coup de 9 heures, l'inconnu se fit entendre et ils durent se retirer. De ma chambre, je l'entendis entrer dans le bureau de mon père, et peu après il me sembla qu'une vapeur imperceptible se répandait dans toute la maison. La curiosité de voir le Sandman sous n'importe quelle forme grandissait en moi de plus en plus. Une fois, j'ai ouvert ma porte, alors que mon père était déjà parti, et je me suis glissé dans le couloir, mais je n'entendis rien, car la porte était toujours fermée quand j'arrivai à la bonne position pour le voir. Finalement, poussé par un désir irrésistible, j'ai décidé de me cacher dans le placard de mon père, et d'attendre là le marchand de sable. Au visage taciturne de mon père et à la tristesse de ma mère, j'ai su un soir que l'homme au sable viendrait. J'ai pris prétexte d'être énormément fatigué et en quittant la chambre avant 9 heures je suis allé me cacher derrière la porte. La porte d'entrée grinça sur ses gonds, et des pas lents, lents et menaçants, résonnèrent dans le couloir. En haut des escaliers. Ma mère et les enfants se sont précipités devant moi. J'ouvris lentement, très lentement, la porte du bureau de mon père. Il était assis comme d'habitude, silencieux et dos à la porte. Il ne m'a pas vu et j'ai couru me cacher derrière un rideau qui couvrait un placard où ses costumes étaient suspendus. Puis on entendit des pas se rapprocher, quelqu'un toussait, reniflait et murmurait d'une manière singulière. Mon cœur battait de peur et d'attente. Tout près de la porte, un pas sonore, un coup violent sur la poignée, les gonds tournent bruyamment. J'avance prudemment la tête, le marchand de sable est au milieu de la pièce, la lueur des bougies illumine son visage. Le Sandman, le terrible Sandman, c'est le vieil avocat Coppelius qui s'assoit parfois à notre table. Mais le plus horrible des visages ne m'aurait pas plus effrayé que celui de ce Coppelius. Imaginez un homme aux larges épaules, avec une énorme tête difforme, un teint terne, des sourcils gris épais sous lesquels 2 yeux verts brillent comme ceux d'un chat, et un nez gigantesque qui tombe brusquement sur des lèvres épaisses. Sa bouche tordue se courbe encore plus avec son sourire narquois, sur ses joues 2 taches rouges et des accents à la fois sourds et sifflants s'échappent d'entre ses dents irrégulières. Coppelius apparaissait toujours dans un costume couleur cendre d'une coupe à l'ancienne, une veste et un pantalon de la même couleur, des bas noirs et des chaussures à boucles en strass. Sa courte perruque, qui lui couvrait à peine le cou, se terminait par 2 boucles serrées qui soutenaient ses grandes oreilles, d'un rouge vif, et se perdait dans un large taffetas noir qui s'éventait çà et là sur son dos, dévoilant sa broche en argent qui tenait son lasso.
Ce visage était hideux et dégoûtant, mais ce qui nous choquait le plus, nous les enfants, ce sont ces grosses mains osseuses et poilues, quand il les dirigeait vers un objet, nous nous gardions de le toucher. Il l'avait remarqué et prenait plaisir à toucher les gâteaux ou les fruits confits que notre mère avait sournoisement déposés dans nos assiettes, puis il s'amusait à voir nos yeux pleins de larmes de ne pouvoir goûter les bonbons qu'il avait touchés par dégoût et dégoût. Il faisait de même pendant les vacances, quand notre père nous servait un verre de vin doux. Puis elle se précipita pour prendre le verre et l'approcha de ses lèvres bleutées, et rit diaboliquement en voyant comment nous ne pouvions exprimer notre colère que par de légers sanglots. Il nous appelait les petits animaux, en sa présence, nous n'avions pas le droit de dire un seul mot et nous maudissions de toute notre âme ce personnage odieux, cet ennemi qui empoisonnait délibérément notre moindre joie. Ma mère semblait détester autant que nous le dégoûtant Coppelius, car dès qu'il parut, sa douce gaieté et son insouciance se transformèrent en une gravité triste et sombre. Notre père se comportait envers Coppelius comme s'il appartenait à un rang supérieur et ses rebuffades devaient être supportées avec bonne humeur. Il n'a cessé de lui offrir ses plats préférés et ses vins de réserve débouchés en son honneur. En voyant Coppelius alors, j'ai réalisé que personne d'autre n'aurait pu être le Sandman, mais le marchand de sable n'était plus pour moi cet ogre du conte de la nounou qui emmène les enfants sur la lune, au nid de ses enfants à bec de chouette. Non. C'était une créature hideuse et fantomatique qui, partout où elle apparaissait, apportait tourment et besoin, causant un mal durable et éternel. J'étais comme ensorcelé, la tête entre les rideaux, au risque d'être découvert et cruellement puni. Mon père reçut Coppelius avec joie. « Allez. Au travail » s'écria l'autre d'une voix sourde en ôtant son manteau. Mon père, l'air sombre, a enlevé sa robe et tous les deux ont mis des robes noires. Mon père ouvrit la porte d'un placard encastré qui cachait une alcôve profonde où se trouvait un four. Coppelius s'approcha, et une flamme bleue s'éleva du foyer. Une foule d'outils étranges s'illuminait dans cette lumière. Mais, mon Dieu, quelle étrange métamorphose s'était opérée dans les traits de mon vieux père. Une douleur violente et terrible semblait avoir changé l'expression honnête et loyale de son visage, qui s'était contracté sataniquement. Il ressemblait à Coppelius. Il brandissait une paire de pinces à incandescence et tâtait les charbons incandescents dans l'âtre. J'ai cru voir des figures humaines autour de lui, mais sans yeux. À leur place se trouvaient des cavités noires, profondes, hideuses. « Yeux, yeux !» s'écria Coppelius d'une voix basse et menaçante. J'ai crié et je suis tombé au sol, violemment frappé de peur. Puis Coppelius m'a attrapé. « Petite bête !» « Petite bête !» dit-il en grinçant des dents affreusement. En disant cela, il me jeta dans la fournaise, dont la flamme enflammait déjà mes cheveux. « Maintenant, s'exclama-t-il, nous avons déjà des yeux, des yeux. Une belle paire d'yeux d'enfant. » Et de ses mains il tira du foyer une poignée de charbons ardents qu'il allait me jeter dans les yeux, lorsque mon père, les mains jointes, le supplia. « Professeur! Professeur! Laisse tes yeux à mon Nathaniel. Laissez-les leur. » Coppelius éclata de rire. Que l'enfant garde ses yeux pour qu'ils fassent leur travail dans le monde, mais, puisqu'il est ici, observons attentivement le mécanisme de ses pieds et de ses mains. Ses doigts serraient chaque articulation de mes membres, qui grinçaient, et il tordait mes mains et mes pieds de ci de là. Ceci n'est pas tout à fait vrai. Aussi bon qu'il était. Le vieil homme a parfaitement compris. Coppelius marmonnait cela pendant que je me tordais, mais bientôt tout devint sombre et confus autour de moi, une douleur nerveuse ébranlait tout mon être, je n'ai rien ressenti d'autre. Une vapeur douce et chaude se répandit sur mon visage, je me suis réveillé comme du sommeil de la mort. Ma mère était penchée sur moi. « Est-ce que le marchand de sable est ici ?» balbutiai-je. « Non, mon enfant, c'est très loin, il est parti depuis longtemps, il ne te fera pas de mal. » C'est ce que ma mère a dit,
et elle m'a embrassé en tenant l'enfant bien-aimé qui lui était rendu dans son cœur. Pourquoi te fatiguer plus longtemps avec ces histoires, cher Lothario? J'ai été découvert et cruellement maltraité par Coppelius. L'anxiété et la peur m'ont causé une fièvre ardente, dont j'ai souffert pendant quelques semaines. Est-ce que le marchand de sable est toujours là? Ce furent les premiers mots de mon salut et le premier signe de ma guérison. Je n'ai qu'à vous raconter le moment le plus horrible de mon enfance. Plus tard vous serez convaincu qu'il ne faut pas accuser mes yeux que tout dans la vie me semble incolore, car un sombre destin a soulevé un épais nuage devant tous les objets, et seule ma mort peut le dissiper. Coppelius n'a pas reparu, on a dit qu'il avait quitté la ville. Une année s'était écoulée, et une nuit, selon l'ancienne et invariable coutume, nous étions assis à la table ronde. Notre père était très gai et nous racontait des histoires amusantes qui lui étaient arrivées lors des voyages de sa jeunesse. Juste au moment où l'horloge sonna 9 heures, nous entendîmes le cliquetis des charnières de la porte et des palos résonnèrent du couloir jusqu'au escalier. « C'est Coppelius » dit ma mère en pâlissant. « Oui, c'est Coppelius » répéta mon père d'une voix brisée. Les larmes montèrent aux yeux de ma mère. « Père. C'est précis ? » « Pour la dernière fois, répondit-il. « Il vient pour la dernière fois, je le jure. Allez avec les enfants. Bonne nuit. » J'étais pétrifié, j'avais le souffle court. Ma mère, me voyant immobile, me prit par le bras. « Viens, Nathaniel, me dit-il. Je me suis laissé conduire dans ma chambre. Soyez calme et allongez-vous. Dormir, me dit-il en partant. Mais une terreur invincible m'ébranla et je ne pus fermer les yeux. L'horrible, le détestable Coppelius était devant moi, les yeux brillants, me souriant hypocritement, et j'essayais de repousser son image. Il était près de minuit lorsqu'un coup viol se fit entendre, comme la détonation d'une arme à feu. Toute la maison a tremblé, quelqu'un est passé devant ma chambre en courant et la porte d'entrée s'est refermée en claquant. C'est Coppelius. J'ai crié hors de moi-même et j'ai sauté du lit. J'ai entendu des gémissements, j'ai couru dans la chambre de mon père, la porte était ouverte, il y avait de la fumée suffocante et une bonne criait. Le monsieur. Le monsieur. Devant le four brûlant, sur le sol, mon père gisait mort, le visage mutilé. Mes sœurs, à genoux autour d'elle, criaient et gémissaient. Ma mère était tombée immobile à côté de son mari. Coppelius, monstre infâme. Vous avez assassiné mon père. J'ai crié. Et je suis tombé insensé. 2 jours plus tard, lorsque son corps fut placé dans le cercueil, ses traits étaient aussi sereins et doux qu'ils l'avaient été toute sa vie. Cette image atténuait ma peine, je pensais que son alliance avec l'infernal Coppelius ne l'avait pas conduit à la damnation éternelle. L'explosion avait réveillé les voisins, l'événement avait fait sensation, et les autorités, qui l'avaient appris, avaient exigé la présence de Coppelius. Mais il avait disparu de la ville sans laisser de traces. Si je vous disais, cher ami, que le vendeur de baromètres n'était autre que le misérable Coppelius, vous comprendriez l'horreur que produisait en moi une apparition aussi malheureuse et ennemie. Je portais un autre costume, mais les traits de Coppelius sont trop profondément marqués dans mon âme pour que je me trompe. D'ailleurs, Coppelius n'a même pas changé de nom. Il pose ici, comme je l'ai entendu, par un mécanicien piémontais nommé Giuseppe Coppola. Je suis déterminé à venger la mort de mon père, advienne que pourra. Ne parlez pas à ma mère de cette rencontre cruelle. Dites bonjour à la belle Clara, je t'écrirai avec plus de présence d'esprit. Restez avec Dieu, etc. Il est vrai que vous ne m'avez pas écrit depuis longtemps mais je crois, néanmoins, que vous me portez dans votre âme et dans vos pensées, eh bien, vous pensiez beaucoup à moi quand, voulant envoyer votre dernière lettre à mon frère Lothario, vous l'avez signée en mon nom. Je l'ouvris avec joie et ne me rendis compte de mon erreur que lorsque je vis ces mots, « Oh,
mon cher Lothario. Je n'aurais certainement pas dû lire plus loin et j'aurais dû remettre la lettre. À mon frère. M'as-tu jamais reproché entre deux rires d'avoir un esprit si paisible et si calme que si la maison s'écroulait, plutôt que de fuir, je mettrais à sa place un rideau mal placé, mais je respirais à peine et tout tournait sous mes yeux, mon cher Nathaniel, quand j'ai appris la cause malheureuse qui a troublé votre vie. Séparation éternelle, ne plus te revoir, cette prémonition m'a transpercé comme un poignard brûlant. J'ai lu et relu. Votre description du dégoûtant Coppelius est horrible. Ainsi j'ai appris la manière cruelle dont votre vieux et vénérable père est mort. Mon frère, à qui j'ai envoyé ce qui lui appartenait, a essayé de me rassurer, sans succès. Le fatal vendeur de baromètres Giuseppe Coppola me poursuivait, et j'ai presque honte d'admettre qu'il a troublé, par des images terribles, mon sommeil toujours profond et paisible. Mais soudain, dès le lendemain matin, tout me semble différent. Ne m'en veux pas, mon amour, si Lothaire te dit que malgré tes désastreuses prémonitions sur Coppelius, ma sérénité n'est nullement troublée. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense. Les choses terribles dont vous parlez ont leur origine en vous-même, le monde extérieur et réel n'y est pour rien. Le vieux Coppelius était sans doute repoussant, mais comme il haïssait les enfants, cela produisait chez vous, les enfants, une véritable horreur pour lui. Le marchand de sable de la nounou était associé dans votre imaginaire d'enfant au vieux Coppelius qui, sans que vous vous en rendiez compte, est resté en vous comme un fantôme de vos premières années. Ces entretiens nocturnes avec ton père n'avaient d'autre but que de faire des expériences d'alchimie, ce qui affligeait ta mère car cela coûtait peut-être beaucoup d'argent, et cette occupation, en plus de remplir son mari d'un espoir trompeur de sagesse, l'éloigna des soins de sa famille. Votre père a sans doute causé sa mort par sa propre imprudence, et Coppelius n'est pas coupable. Croiriez-vous qu'hier j'ai demandé à un vieux voisin apothicaire si des expériences chimiques pouvaient provoquer des explosions mortelles? Il acquiesça, me décrivant longuement à sa manière comment de telles choses se faisaient, me citant un grand nombre de mots étranges que je n'ai pu retenir dans ma mémoire. Maintenant tu vas être en colère contre ta Clara, vous dites, dans son esprit froid n'entre pas un seul rayon mystérieux, de ceux qui embrassent si souvent l'homme de leurs ailes invisibles, elle ne perçoit que la surface colorée du monde et se réjouit comme un enfant à la vue de fruits dont la coque dorée cache un poison mortel. Ah, mon Nathaniel bien-aimé! Ne pensez-vous pas que le sentiment d'une puissance ennemie qui s'agite de manière fatale sur notre être, ne peut pénétrer les âmes souriantes et sereines? Pardonnez-moi si moi, une simple jeune femme, j'essaie d'exprimer ce que je ressens à l'idée d'un tel combat. Peut-être que je ne trouve pas les mots justes et que tu ris, non pas de mes pensées, mais de ma maladresse à les exprimer. S'il y a vraiment une puissance cachée qui plonge si traîtreusement ses griffes en nous pour nous saisir et nous entraîner dans une voie dangereuse que nous aurions évitée, si une telle force existe, elle doit s'incliner devant nous, car c'est seulement ainsi qu'elle gagnera. Notre confiance est une place dans nos cœurs, l'endroit dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail. Si nous avons assez de fermeté, le courage nécessaire pour reconnaître le chemin vers lequel notre vocation et nos penchants doivent nous conduire, pour marcher sereinement, notre ennemi intérieur périra dans les vains efforts qu'il fait pour nous tromper. Il est également vrai, ajoute Lothario, que la présence obscure à laquelle nous nous abandonnons crée fréquemment en nous des images si attirantes que nous produisons nous-mêmes la tromperie qui nous consume. C'est le fantôme de notre propre moi dont l'influence émeut notre âme et nous plonge en enfer ou nous conduit au paradis. Tu t'en rends compte, cher Nathaniel? Mon frère et moi avons parlé de forces et puissances obscures qui pour moi, après avoir écrit, non sans effort, l'essentiel, me paraissent calmes, profondes. Je ne comprends pas très bien les derniers mots de Lothario, je ne sens que ce qu'il pense, cependant, cela me semble rigoureusement vrai. Je vous en supplie, chassez de votre esprit le détestable avocat Coppelius et le vendeur de baromètres Coppola. Convainquez-vous que ces personnages étranges n'ont aucune influence sur vous.
Seule la croyance en leur puissance ennemie fait d'eux des ennemis. Si chaque ligne de ta lettre n'exprimait pas la profonde exaltation de ton esprit, si l'état de ton âme ne me chagrinait pas le cœur, je pourrais plaisanter sur ton marchand de sable et ton avocat alchimiste. Devenir heureux. Je me suis promis d'être à vos côtés comme un ange gardien et de faire sortir d'un fou de rire le détestable Coppola s'il venait troubler votre sommeil. Je n'ai pas du tout peur de lui ni de ses horribles mains qui ne pourraient pas gâter mes sucreries ou me jeter du sable dans les yeux. Au revoir, mon bien-aimé Nathaniel, etc. Je trouve très pénible que Clara, à cause d'une erreur causée par ma négligence, ait brisé le sceau de ma lettre et l'ait lue. Il m'a écrit une épître pleine de philosophie profonde, selon laquelle il me montre explicitement que Coppelius et Coppola n'existent qu'en moi et qu'ils sont des fantômes de mon moi qui seront réduits en poussière dès que je les reconnaîtrai comme tels. On ne pourrait jamais imaginer que l'esprit qui brille dans ses yeux clairs et frémissants, comme un rêve délicieux, soit si intelligent et puisse raisonner de manière aussi méthodique. Il repose sur votre autorité. Ils ont tous les deux parlé de moi ensemble. Vous lui avez donné un cours de logique pour qu'il puisse voir les choses clairement et avec raison. Laissez seul. D'ailleurs, il est vrai que le vendeur de baromètres Coppola n'est pas le vieil avocat Coppelius. J'assiste au cours d'un professeur de physique d'origine italienne qui vient d'arriver dans la ville, un célèbre naturaliste nommé Spallanzani. Elle connaît Coppola depuis de nombreuses années et, par contre, on remarque facilement son accent piémontais. Coppelius était un Allemand, mais pas un honnête Allemand. Pourtant, je ne suis pas tout à fait calme. Vous et Clara pouvez encore penser que je suis un sombre rêveur, mais je ne peux me débarrasser de l'impression que Coppola et son visage hideux m'ont laissé. Je suis content qu'il ait quitté la ville, dit Spallanzani. Ce professeur est un personnage singulier, un homme trapu aux pommettes saillantes, au nez pointu et aux petits yeux pénétrants. Vous pourriez l'imaginer mieux qu'avec ma description en regardant le portrait de Cagliostro fait par Chodowiecki et qui apparaît dans n'importe quel calendrier de Berlin, Spallanzani aussi. Il y a quelques jours, en montant dans son appartement, j'ai remarqué qu'un rideau qui recouvre habituellement une porte vitrée était un peu écarté. Moi-même, je ne sais pas comment je me suis retrouvé à regarder à travers la vitre. Une grande femme très mince, à la silhouette harmonieuse, magnifiquement vêtue, était assise, les mains posées sur une petite table. Elle était située devant la porte, et ainsi je pouvais contempler son visage captivant. Elle semblait ne pas s'apercevoir qu'il la regardait, et ses yeux étaient fixes, il semblait ne pas voir, c'était comme s'il dormait les yeux ouverts. Je me sentais tellement mal que j'ai couru pour entrer dans la salle de réunion qui se trouve juste à côté. Plus tard, j'ai appris que la personne que j'avais vue était la fille de Spallanzani, nommée Olympia, qu'il garde jalousement pour que personne ne puisse s'approcher d'elle. Cette mesure doit cacher un certain mystère, et Olympia est sans aucun doute imparfaite. Mais pourquoi est-ce que je t'écris ces choses? Je pourrais vous le dire personnellement. Tu devrais savoir que dans 2 semaines je serai avec toi. Je dois voir mon ange. À ma Clara alors s'effacera l'impression qui m'a saisi, je l'avoue, à la lecture de votre fatale et raisonnable lettre. C'est pourquoi je ne vous écris pas aujourd'hui. Mille câlins, etc. Personne ne pouvait imaginer quelque chose d'aussi étrange et merveilleux que ce qui est arrivé à mon pauvre ami, le jeune étudiant Nathaniel, et dont je vais vous parler, lecteur. N'avez-vous jamais senti votre intérieur plein de pensées étranges? Qui n'a pas senti son sang battre dans ses veines et un rouge brûlant sur ses joues? Les regards semblent alors chercher des images fantastiques et invisibles dans l'espace et les mots s'exhalent dans un souffle. En vain des amis vous entourent et vous demandent ce qui ne va pas chez vous. Et vous voudriez peindre avec ces couleurs éclatantes, ces ombres et ces éclats de lumière, les figures vaporeuses que vous percevez, et vous vous efforcez en vain de trouver des mots pour exprimer votre pensée. Vous voudriez reproduire d'un seul mot tout ce que ces apparitions ont de merveilleux, de magnifique, d'horreur sombre et de joie inouïe, secouer vos amis comme d'un choc électrique,
mais chaque mot, chaque phrase, semble incolore, glacial, sans vie. Tu cherches, et tu balbuties et murmures, et les questions timides de tes amis viennent frapper, comme le souffle du vent, ton imagination brûlante jusqu'à ce qu'elle finisse par l'éteindre. Mais si, comme un peintre habile, vous faites un croquis rapide de telles images intérieures, vous pouvez également sans effort animer les couleurs et les rendre toujours plus lumineuses, et les différentes figures fascinent vos amis qui vous voient au milieu de la pièce. Monde que votre âme a créé. Je dois avouer que personne ne m'a interrogé, cher lecteur, sur l'histoire du jeune Nathaniel, mais vous savez que j'appartiens à cette classe d'auteurs qui, lorsqu'ils sont dans l'état d'esprit que je viens de décrire, s'imaginent que tout le monde autour de lui, et même le monde entier, lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Dites-nous. » Ainsi, une force puissante m'oblige à vous parler du sort de Nathaniel. Sa vie singulière m'a impressionné, et pour cette raison j'étais tourmenté à l'idée de commencer son histoire de manière significative et originale. Il était une fois. Joli début, à ennuyer tout le monde. Dans la petite ville de S, j'habitais. Un peu mieux, si l'on tient compte du fait qu'il prépare déjà le dénouement. Où inscrivez in media res, allez au diable, s'écria l'étudiant Nathaniel avec colère, les yeux pleins de fureur et d'effroi, lorsque le vendeur de baromètres Giuseppe Coppola. J'avais déjà commencé à écrire ainsi quand j'ai cru voir quelque chose de moqueur dans le regard enragé de Nathaniel, bien que l'histoire ne soit pas du tout amusant. Aucune phrase ne me venait à l'esprit qui reflèterait l'éclat de couleur de l'image qui brillait en moi. J'ai alors décidé de ne pas commencer. Prends, cher lecteur, les 3 lettres que mon ami Lothario m'a invité à partager comme esquisse du tableau que je m'efforcerai, au cours du récit, d'animer de plus en plus de couleurs, au mieux de mes capacités. Peut-être, comme un bon portraitiste, parvient-il à donner à un personnage une touche expressive pour que lorsque vous le voyez vous le trouviez semblable à l'original, même sans le savoir, et il vous semblera le voir en personne. Peut-être croirez-vous, lecteur, qu'il n'y a rien de plus merveilleux et de plus fantastique que la vie réelle, et que le poète se borne à capter un pâle éclat, comme dans un miroir non poli. Pour que dès le début il soit clair ce qu'il faut savoir, il faut ajouter comme éclaircissement aux lettres qui, immédiatement après la mort du père de Nathaniel, Clara et Lothario, enfants d'un parent éloigné également récemment décédé, ont été recueillis par la mère de celui-là. Clara et Nathaniel ressentaient une forte inclination mutuelle, contre laquelle personne n'avait rien à opposer. Ils étaient alors fiancés lorsque Nathaniel quitta la ville pour poursuivre ses études en G. Le voici en train d'écrire sa dernière lettre et de suivre le cours du célèbre professeur de physique Spallanzani. Maintenant je pourrais continuer tranquillement mon récit, mais l'image de Clara apparaît devant mes yeux si pleine de vie que je ne peux pas l'arracher à moi, comme cela m'arrivait toujours quand elle me regardait tendrement. On ne pouvait pas dire que Clara était belle, du moins c'est ce que pensaient ses connaisseurs de la beauté. Cependant, les architectes ont loué la pureté des lignes de sa taille, les peintres disaient que son cou, ses épaules et sa poitrine étaient peut-être trop chastes, mais tout le monde aimait sa merveilleuse chevelure qui rappelait celle de la Madeleine et la couleur de son teint assorti, digne d'un bâtonnier. L'un d'eux, un vrai extravagant, comparait ses yeux à un lac de Ruidael, où se reflète le bleu du ciel, la couleur de la forêt et des fleurs des champs, la vie paisible. Poètes et virtuoses sont allés plus loin et ont dit. Comme il parle de lac et de miroir. On ne peut contempler cette fille sans que son regard fasse jaillir de nos âmes des chants et des harmonies célestes qui nous bouleversent et nous encouragent. Ne chantons-nous pas aussi, et parfois nous croyons même lire dans le faible sourire de Clara que c'est comme une chanson, malgré quelques tonalités dissonantes? C'était comme ça. Clara possédait l'imagination joyeuse et vive d'une enfant innocente, l'âme d'une femme tendre et délicate, et une intelligence pénétrante et lucide. Les esprits légers et présomptueux n'avaient rien à faire à ses côtés, car elle, sans beaucoup de mots, conformément à son tempérament silencieux, semblait leur dire avec son regard transparent et son sourire ironique, « Chers amis,
voulez-vous que je vous regarde tes ombres tristes comme d'authentiques figures animées et vivantes? Pour cette raison, Clara a été accusée par beaucoup d'être froide, prosaïque et insensible. Mais d'autres, qui voyaient mieux la vie, aimaient avec ferveur cette belle jeune fille, mais personne autant que Nathaniel, qui se consacra avec passion aux sciences et aux arts. Clara a rendu l'appareil de toute son âme. Les premiers nuages de tristesse passèrent dans sa vie lorsqu'il se sépara d'elle. Avec quelle joie elle se jeta dans ses bras lorsque lui, rentrant dans sa ville natale, entra chez sa mère, comme il l'avait annoncé dans sa dernière lettre à Lothario. Alors ce que Nathaniel avait imaginé arriva, au moment où il revit Clara, l'image de l'avocat Coppelius et de la lettre fatale et raisonnable de Clara, qui l'avait tant agacé, disparut. Cependant, Nathaniel avait raison lorsqu'il écrivit à son ami Lothario que sa rencontre avec le dégoûtant vendeur de baromètres avait eu une influence désastreuse sur sa vie. Tout le monde a senti dès les premiers jours de leur séjour que Nathaniel avait changé sa façon d'être. Il tomba dans de sombres rêveries et se comporta d'une manière étrange, qui ne lui était pas habituelle. La vie n'était que rêve et pressentiment, il a toujours dit que les hommes, se croyant libres, ne sont que des jouets de puissance obscure, et qu'ils doivent humblement se contenter de ce que le destin leur réserve. Il est allé encore plus loin, et a affirmé qu'il était fou de croire que l'art et la science peuvent être créés à volonté, puisque l'exaltation nécessaire pour créer ne vient pas de nous-mêmes mais d'une force extérieure qui ne nous appartient pas. Clara n'était pas d'accord avec ces délires mystiques mais il était inutile de les réfuter. Ce n'est que lorsque Nathaniel affirma que Coppelius était le principe maléfique qui s'était emparé de lui au moment où il se cachait derrière le rideau pour l'observer, et que ce démon ennemi dérangerait son amour bienheureux, que Clara dit sérieusement. Oui, Nathaniel, tu as raison, Coppelius est un principe maléfique et ennemi, il peut agir de manière effrayante, comme une force diabolique qui entre visiblement dans ta vie, mais seulement si tu ne le bannis pas de tes pensées et de tes âmes. Tant que vous y croirez, cela existera, sa puissance est dans votre crédulité. Nathaniel, irrité de voir que Clara n'admettait que l'existence du diable en elle, voulut le lui prouver au moyen de doctrines mystiques sur les démons et les forces obscures, mais Clara interrompit la discussion par une phrase indifférente, aux grandes âmes de Nathaniel. Il pensa alors que les âmes froides contenaient ces mystères profonds sans le savoir, et que Clara appartenait à cette nature secondaire, raison pour laquelle il décida de tout faire pour l'initier à de tels secrets. Le lendemain, alors que Clara préparait le petit déjeuner, elle alla à ses côtés et commença à lire divers passages de livres mystiques, jusqu'à ce que Clara dise. « Mais, mon cher Nathaniel, et si je te considérais comme le principe diabolique qui agit contre mon café ? Parce que si je passais la journée à vous écouter pendant que vous lisez et à vous regarder dans les yeux comme vous le souhaitez, le café bouillirait sur le feu et vous n'en auriez pas au petit déjeuner. » Nathaniel claqua le livre et se dirigea d'un air maussade vers sa chambre. Autrefois, il avait écrit des histoires agréables et vivantes que Clara écoutait avec un plaisir indescriptible, mais maintenant ses compositions étaient sombres, incompréhensibles, vagues, et il sentait dans le silence indulgent de Clara qu'elle ne lui plaisait pas. Rien n'était pire pour Clara que l'ennui, son regard et ses paroles révélaient que le sommeil l'envahissait. Les œuvres de Nathaniel étaient en fait très ennuyeuses. Son dégoût pour le caractère froid et prosaïque de Clara grandit, et Clara ne put vaincre la mauvaise humeur que produisait en elle le mysticisme sombre et ennuyeux de Nathaniel, et ainsi, leurs âmes s'éloignaient l'une de l'autre, sans s'en rendre compte. L'image de l'odieux Coppelius, Nathaniel lui-même pouvait le reconnaître, pâlissait dans sa fantaisie, et il lui coûtait souvent un effort pour la faire vivre et colorer dans ses poèmes, où il apparaissait comme un hideux épouvantail du destin. Enfin, le pressentiment tourmenté que Coppelius détruirait leur amour a inspiré le thème d'une de ses compositions. Il se décrit et Clara unis par un amour fidèle, mais de temps en temps une main menaçante apparaît dans sa vie et enlève leur joie. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin devant l'autel, l'horrible Coppelius apparut, touchant les yeux merveilleux de Clara,
Ils sautèrent dans la poitrine de Nathaniel comme des étincelles ardentes et sanglantes, puis Coppelius le saisit, le jeta dans un cercle de feu qui tourbillonnait avec la vitesse de l'orage, et l'emporta avec un rugissement étouffé, un rugissement comme lorsque l'ouragan fouette le écume des vagues dans la mer, qui s'élèvent, comme des géants noirs à tête blanche, dans un combat furieux. Au milieu de ce rugissement sauvage, il entendit la voix de Clara. « Tu ne peux pas me regarder ? Coppelius t'a trompé, ce n'étaient pas mes yeux qui brûlaient dans ta poitrine, c'étaient des gouttes brûlantes du sang de ton propre cœur. J'ai mes yeux, regarde-moi. » Nathaniel pense, c'est Clara, et je suis à elle pour l'éternité. C'est comme s'il dominait le cercle de feu où il se tenait, et le rugissement étouffé disparaît dans un abîme noir. Nathaniel regarde les yeux de Clara, mais c'est la mort qui le contemple amicalement avec les yeux de Clara. Pendant que Nathaniel écrivait ce poème, il était très calme et pensif, il classait et perfectionnait chaque ligne, et complètement dévoué à la rime, il ne s'arrêta pas jusqu'à rendre tout pur et harmonieux. Quand il eut fini et lut le poème à haute voix, l'horreur le saisit et il s'exclama avec horreur. « À qui est cette horrible voix ?» Il lui sembla pourtant tout de suite qu'il avait écrit un excellent poème, et qu'il pouvait enflammer l'esprit froid de Clara, sans se rendre compte qu'il pourrait ainsi l'effrayer avec des images terribles qui préfiguraient un destin fatal qui détruirait leur aimé. Nathaniel et Clara étaient assis dans le petit jardin de leur mère. Clara était très heureuse car Nathaniel, pendant les 3 jours pendant lesquels il avait travaillé sur le poème, ne l'avait pas tourmenté avec ses rêves et ses prémonitions. Nathaniel a également parlé avec enthousiasme et joie de choses amusantes, alors Clara a dit. « Maintenant que je vous ai de nouveau, voyez-vous comment nous avons banni l'odieux Coppelius ?» Nathaniel se souvint alors qu'il avait le poème dans sa poche et qu'il voulait. Lisez-lui, il sortit les pages et commença sa lecture. Clara, s'attendant à quelque chose d'ennuyeux comme d'habitude, et se résignant, se mit à tricoter. Mais, juste au moment où les nuages noirs et assombrissants se levaient, elle laissa tomber sa couture et regarda dans les yeux de Nathaniel. Il poursuivait sa lecture, fasciné, les joues rouges et les yeux remplis de larmes. Quand il eut fini, il poussa un profond soupir, prit la main de Clara, et sanglotant, il s'exclama d'un air désolé. « Oh Clara, Clara !» Clara le serra contre sa poitrine et dit doucement mais sérieusement. « Nathaniel, cher Nathaniel, jette au feu cette histoire folle et absurde. » Nathaniel se leva indigné et s'exclama en s'éloignant de Clara. « Tu es un automate inanimé et maudit », et il s'enfuit. Clara se mit à pleurer amèrement et dit entre ses sanglots, « Elle ne m'a jamais aimé, parce qu'elle ne me comprend pas. » Lothario est apparu dans le belvédère et Clara a dû lui dire ce qui s'était passé, comme elle aimait sa sœur de toute son âme, chacune de ses plaintes tombait comme une étincelle en elle, si bien que le dégoût qu'elle portait depuis longtemps dans son cœur contre le visionnaire Nathaniel se transforma en une terrible colère. Il courut après lui et lui reprocha avec des paroles si dures sa conduite folle envers sa sœur bien-aimée, que le fougueux Nathaniel lui répondit de même. Aux insultes des idiots, des insensés et des fous, répondaient celles des malheureux et des vulgaires. Le duel était inévitable. Ils décidèrent de se battre le lendemain matin derrière le jardin et selon les règles académiques, avec des fleurets pointus. Ils se séparèrent sinistres et silencieux. Clara avait entendu la discussion violente, et quand elle a vu que le parrain apportait les feuilles au coucher du soleil, elle a eu un pressentiment de ce qui allait se passer. Arrivés au lieu du défi, ils ôtèrent leurs manteaux au milieu d'un profond silence, et allaient se jeter l'un sur l'autre, les yeux brillants d'une ardeur sanglante, lorsque Clara parut à la porte du jardin. Les séparant, il s'écria entre 2 sanglots. « Vous les fous, les sauvages, vous devrez me tuer avant que l'un de vous ne tombe. Comment pourrais-je continuer à vivre dans ce monde si mon bien-aimé a tué mon frère ou mon frère a tué mon bien-aimé ?» Lothario laissa tomber l'arme et baissa les yeux en silence,
mais Nathaniel sentit renaître en lui toute la force de son amour pour Clara de la même manière qu'il avait ressenti au beau jour de la jeunesse. L'arme du crime tomba de ses mains et il se jeta aux pieds de Clara en disant : « Pouvez-vous jamais me pardonner, ma chère Clara, mon seul amour ? Pouvez-vous me pardonner, cher frère Lothario ? » Lothario a été ému de voir la profonde douleur de son ami. Versant des larmes abondantes, les trois se sont embrassés et ont juré de rester unis par l'amour et la fidélité. Il sembla à Nathaniel qu'il s'était libéré d'un lourd fardeau qui l'oppressait, comme s'il s'était libéré d'une puissance obscure qui menaçait tout son être. Il resta encore 3 jours heureux avec ses proches jusqu'à son retour à Gê, où il devait rester encore 1 an avant de retourner pour toujours dans sa ville natale. Tout ce qui concernait Coppelius était caché à la mère de Nathaniel, car on savait qu'elle ne pouvait penser sans horreur à cet homme qu'elle accusait, comme Nathaniel, de la mort de son mari. Quelle ne serait pas la surprise de Nathaniel quand, en arrivant dans sa maison de Gê, il s'apercevrait qu'elle avait complètement brûlé, et qu'il ne restait que les murs et un tas de gravats. Le feu s'était déclaré dans le laboratoire de la pharmacie, situé au rez-de-chaussée. Plusieurs amis qui vivaient près de la maison incendiée avaient courageusement réussi à entrer dans la chambre de Nathaniel, située au dernier étage, et à sauver ses livres, manuscrits et instruments, qui l'ont déplacé dans une autre maison où ils ont loué une chambre dans laquelle Nathaniel s'est installé. Il ne se rendit pas compte tout d'abord que le professeur Spallanzani habitait de l'autre côté de la rue, et cela n'attira pas particulièrement son attention d'observer que de sa fenêtre il pouvait voir dans la pièce où Olympia était assise seule. Il pouvait clairement reconnaître sa silhouette, même si les traits de son visage étaient encore flous. Mais il finit par s'étonner qu'Olympia restât dans la même position, telle qu'il l'avait découverte la première fois par la porte vitrée, sans aucune occupation, assise à côté de la petite table, le regard fixe, invariablement dirigé vers lui. Il dut avouer qu'il n'avait jamais vu une beauté comme la sienne, mais l'image de Clara était toujours installée dans son cœur, et l'immobile Olympia lui était indifférent, et seulement de temps en temps il dirigeait un regard furtif sur son livre vert. La fille, belle statue, c'est tout. Un jour, j'écrivais à Clara quand on frappa doucement à la porte. En l'ouvrant, il vit le visage dégoûtant de Coppola. Nathaniel frissonna, mais se souvenant de ce que Spallanzani lui avait dit de son compatriote Coppola et de ce qu'il avait promis à sa bien-aimée à propos du marchand de sable, il eut honte de sa peur enfantine, et rassembla toutes ses forces pour dire le plus calmement possible : « Je n'achète pas de baromètre, mon ami, alors va-t'en. » Mais Coppola, entrant dans la chambre, lui dit d'une voix rauque, la bouche se tordant en un sourire haineux et ses petits yeux brillant sous de longs cils gris. « Et, pas de baromètre, pas de baromètre. J'ai aussi de beaux yeux, de beaux yeux. » Nathaniel, choqué, s'écria : « Putain de fou. Comment peux-tu avoir des yeux ? Yeux. Yeux. » Aussitôt Coppola posa les baromètres et commença à retirer verres et lunettes de l'immense poche de son habit qu'il laissa sur la table. Lunettes à mettre sur le nez. Ce sont mes yeux, de beaux yeux. Et, à mesure qu'il parlait, il sortait de plus en plus de verres, si nombreux qu'ils se mettaient à briller et à scintiller sur la table. Des milliers d'yeux brillaient et fixaient Nathaniel, mais il ne pouvait détacher son regard de la table, et Coppola continuait à retirer de plus en plus de verres et de plus en plus terribles les regards enflammés qui projetaient leurs rayons sanglants dans la poitrine de Nathaniel. Ce dernier, saisi de terreur, s'écria : « Arrête, putain de mec !» Le prenant par le bras au moment où Coppola replongeait sa main dans sa poche pour en sortir d'autres verres, alors même que la table en était déjà couverte. Coppola se sépara doucement de lui avec un sourire forcé en disant : « Ah, elles ne sont pas pour toi, mais là j'ai de belles jumelles. » Et ramassant les lunettes il se mit à sortir des jumelles de toute taille de l'immense poche. Dès que tous les verres furent rangés, Nathaniel se calma, et se souvenant de Clara, il se rendit compte que l'horrible fantôme n'était qu'en elle, puisque Coppola était un grand mécanicien et opticien,
et nullement le sosie du maudit Coppelius. Par contre, les vers que Coppola avait étalés sur la table n'avaient rien de spécial, et moins qu'effrayant, alors Nathaniel décida, pour réparer son étrange comportement, de lui acheter quelque chose. Il choisit une petite paire de jumelles bien travaillées et, pour les tester, regarda par la fenêtre. Jamais de sa vie il n'avait utilisé de jumelles avec lesquelles les objets pouvaient être vus avec autant de netteté et de pureté. Involontairement, il regarda vers la chambre de Spallanzani. Olympia était assise, comme d'habitude, à la petite table, les bras appuyés dessus et les mains croisées. Pour la première fois, Nathaniel put contempler la beauté de son visage. Seuls les yeux lui semblaient un peu fixes, morts. Cependant, alors qu'il regardait de plus en plus à travers les jumelles, il lui sembla que les yeux d'Olympia rayonnaient de rayons de lune humide. Elle croyait qu'elle voyait pour la première fois et que son regard devenait de plus en plus vivant et brillant. Nathaniel resta comme envoûté par la fenêtre, absorbé dans la contemplation de la beauté céleste d'Olympie. Un léger raclement de gorge le réveilla comme d'un profond sommeil. Coppola était derrière lui. T.R. Zecchini. 3 ducats. Nathaniel, qui avait complètement oublié l'opticien, s'empressa de lui payer. Ce n'est pas vrai? Bonne jumelle, dit Coppola avec sa voix dégoûtante et son sourire haineux. Oui, répondit Nathaniel agacé. Au revoir mon cher ami. Coppola quitta la pièce, mais pas avant d'avoir jeté un coup d'œil en coin à Nathaniel, qui l'entendit éclater de rire en descendant les escaliers. Sans doute, pensa Nathaniel, il se moque de moi parce que j'ai payé des jumelles plus chères qu'elles ne valent. Alors qu'il prononçait ces mots à voix basse, il crut entendre un profond soupir dans la pièce qui le fit retenir son souffle d'horreur. Il se rendit compte que c'était lui-même qui avait soupiré comme ça. Clara avait raison, se dit-il, de me considérer comme un visionnaire, mais l'absurdité, plus qu'absurde, c'est que l'idée d'avoir payé Coppola pour des jumelles plus chères qu'elles ne valent me terrifie, et je ne trouve pas qu'elle peut en être la raison. Il se rassit pour terminer la lettre à Clara, mais un coup d'œil vers la fenêtre lui fit voir qu'Olympia était toujours assise là, et aussitôt, poussé par une force irrésistible, il saisit les jumelles de Coppola et ne put plus s'arracher à la séduisante femme. Le regard d'Olympia jusqu'à ce que son ami Segismundo vienne le chercher pour assister au cours du professeur Spallanzani. À partir de ce jour, le rideau de la porte vitrée était complètement tiré, de sorte qu'il ne pouvait pas voir Olympia, et pendant les 2 jours suivants, il ne la trouva pas non plus dans la chambre, bien qu'il s'éloignât à peine de la fenêtre, regardant par le jumelle. Le 3e jour, la fenêtre était fermée. Rempli de désespoir et possédé de délire et de désir ardent, il quitta la ville. L'image d'Olympia était suspendue devant lui dans les airs, apparaissant dans chaque buisson et le regardant avec des yeux radieux depuis le ruisseau clair. Le souvenir de Clara s'était effacé, elle ne pensait qu'à Olympia et elle gémissait et sanglotait. Étoile de mon amour, pourquoi t'es-tu levée pour disparaître subitement et me laisser dans une nuit sombre et désespérée? Quand Nathaniel rentra chez lui, il remarqua une grande agitation chez Spallanzani. Les portes étaient ouvertes, et des hommes apportaient des meubles, les fenêtres du rez-de-chaussée étaient également ouvertes, et les femmes de chambre occupées allaient et venaient tandis que les charpentiers et les tapissiers martelaient et martelaient dans toute la maison. Nathaniel, étonné, s'arrêta au milieu de la rue. Segismundo s'approcha de lui en souriant et lui dit: « Et notre vieil ami Spallanzani ?» Nathaniel assura qu'il ne pouvait rien dire, puisqu'il ne savait rien de lui, et qu'il était tout étonné que cette maison silencieuse et sombre fût impliquée dans un si grand tumulte et une si grande activité. Segismundo lui a alors dit que le lendemain, Spallanzani donnait une grande fête avec un concert et une danse à laquelle la moitié de l'université était invitée. Le bruit courait que Spallanzani allait présenter pour la première fois sa fille Olympia, qu'il avait jusque-là cachée, avec un soin extrême, aux yeux de tous. Nathaniel trouva une invitation,
et le cœur battant, il partit à l'heure dite pour la maison du professeur, juste au moment où les voitures commençaient à arriver et que les lumières brillaient dans les salles ornées. Le rassemblement était grand et brillant. Olympia est apparue richement vêtue, avec un goût exquis. Tout le monde admirait la perfection de son visage et de sa silhouette. La légère inclinaison de ses épaules semblait être causée par la minceur opprimée de sa taille de guêpe. Sa démarche avait quelque chose de mesuré et de rigide. Cela a causé une mauvaise impression sur beaucoup et a été attribué à l'embarras causé par tant de gens. Le concert a commencé. Olympia jouait du piano avec une extrême habileté, et elle a prononcé un air d'une voix si claire et pénétrante qu'elle ressemblait au son d'une cloche de cristal. Nathaniel était fasciné, il était dans l'une des dernières rangées et l'éclat des lustres l'empêchait de voir les traits d'Olympia. Sans être vu, il retira les lunettes de Coppola et regarda la belle Olympia. Ah! Alors il sentit les regards nostalgiques qu'elle lui adressait, et que chaque note était accompagnée d'un regard d'amour qui le traversait avec ardeur. Les notes brillantes semblaient à Nathaniel la plainte céleste d'un cœur aimant, et quand enfin la cadence du long tri résonna dans la pièce, il lui sembla qu'un bras brûlant l'entourait, extatique, il ne put se contenir et s'exclama à haute voix. Olympie! Tous les regards se tournèrent vers lui. Certains ont ri. L'organiste de la cathédrale prit un air sombre et dit simplement. Bonbon. Le concert était fini et la danse commençait. Danser avec elle, était désormais son souhait le plus cher, sa plus haute aspiration, mais comment aurait-il le courage de l'inviter, la reine de la fête? Sans même savoir comment, il se trouva à côté d'Olympia, que personne n'avait encore éloignée, quand la danse commença, et après avoir essayé de balbutier quelques mots, il lui prit la main. La main d'Olympia était gelée et il sentit un froid mortel le parcourir. Il la regarda dans les yeux, qui irradiaient d'amour et de désir, et instantanément il lui sembla que le pouls commençait à battre dans sa main froide et que du sang chaud coulait dans ses veines. Nathaniel aussi sentait en lui une volupté ardente. Il encercla la taille de la belle Olympia et la porta à travers la foule des invités. Il pensait avoir dansé au rythme, mais la régularité rythmique avec laquelle Olympia dansait, qui l'obligeait parfois à s'arrêter, lui fit immédiatement remarquer qu'il ne suivait pas le rythme. Il ne danserait avec aucune autre femme et aurait tué quiconque serait venu à Olympie pour demander une danse. Si Nathaniel avait pu voir plus qu'Olympia, il n'aurait pas pu éviter la bagarre, car des murmures moqueurs et des rires à peine étouffés s'échappaient des groupes de jeunes gens, dont les regards curieux étaient dirigés vers Olympia sans savoir pourquoi. Excité par la danse et par le vin, il avait perdu sa timidité naturelle. Assis à côté d'Olympia et la main dans la sienne, il lui parla de son amour exalté et inspiré avec des mots que personne, ni lui ni Olympia, n'aurait pu comprendre. Ou peut-être qu'Olympia l'a fait, car elle le regardait droit dans les yeux et soupirait de temps en temps. Ah, ah, ah. À quoi Nathaniel répondit. Ô, femme céleste, créature divine, lumière qui nous est promise dans l'autre vie, âme profonde où tout mon être se voit. Et des choses similaires. Mais Olympia soupira et répondit seulement. Ah ah. Le professeur Spallanzani croisa plusieurs fois les heureux amants et sourit avec satisfaction. Bien que Nathaniel se soit retrouvé dans un monde différent, il lui sembla qu'il faisait soudainement noir dans la maison du professeur Spallanzani. Il regarda autour de lui et constata avec horreur que les 2 dernières bougies étaient consommées et étaient sur le point de s'éteindre. La danse et la musique avaient cessé depuis longtemps. Séparés, séparés. Nathaniel s'exclama furieusement et désespérément. Il baisa la main d'Olympia et se pencha sur sa bouche, ses lèvres brûlantes rencontrèrent les siennes glacées. Il frissonna comme lorsqu'il avait touché pour la première fois la main froide d'Olympia, et la légende de la mariée morte lui vint soudain à l'esprit, mais quand il embrassa Olympia, ses lèvres semblaient prendre la chaleur de la vie. Le professeur Spallanzani traversa lentement la pièce vide,
ses pas résonnant sourdement et sa silhouette, entourée d'ombres vacillantes, paraissant étrange. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Olympe? Juste un mot, murmura Nathaniel. Mais Olympia, se levant, soupira seule. Ah ah! Oui, étoile bien-aimée de mon amour. Dit Nathaniel, tu es la lumière qui illuminera mon âme pour toujours. Ah ah! Répondit Olympia en s'éloignant. Nathaniel la suivit, et ils s'arrêtèrent devant le professeur. Je vois que tu as passé un très bon moment avec ma fille, dit cette dernière en souriant, alors si tu es content de parler à cette fille timide, ta visite sera bien accueillie. Nathaniel est parti avec le paradis dans son cœur. Le lendemain, la soirée Spallanzani était au centre des conversations. Malgré le fait que le professeur avait tout fait pour que la rencontre soit splendide, les critiques furent nombreuses et surtout dirigées contre la muette et rigide Olympia, que, malgré sa beauté, il considérait comme complètement stupide. On pensait que c'était la raison pour laquelle Spallanzani l'avait gardée si longtemps cachée. Nathaniel écoutait ces choses avec rage, mais se taisait, car il pensait que ces misérables ne méritaient pas qu'on leur montrât que c'était leur propre bêtise qui les empêchait de connaître la beauté de l'âme d'Olympie. « Dis-moi, s'il te plaît, mon ami, lui dit un jour Ségismundo, dis-moi, comment est-il possible qu'une personne sensée comme toi soit tombée amoureuse du visage de cire d'une poupée ?» Nathaniel allait répondre avec colère, mais il se calma et répondit. « Dis-moi, Ségismundo, comment est-il possible que les charmes célestes d'Olympia soient passés inaperçus à tes yeux clairvoyants? Mais je remercie le destin de ne pas t'avoir eu comme rival, car l'un des deux aurait dû mourir aux mains de l'autre. » Ségismundo s'est rendu compte de l'état de son ami et a détourné la conversation en disant qu'en amour il était très difficile de juger, pour ajouter plus tard. Il est très étrange que la plupart d'entre nous aient jugé Olympia de la même manière. Il nous a semblé, ne vous fâchez pas, mon ami, quelque chose de rigide et sans âme. Sa silhouette est proportionnée, comme son visage, il est vrai. Elle pourrait paraître belle si son regard n'était pas dépourvu de rayons de vie, je veux dire de vision. Son pas est étrangement rythmé, et chacun de ses mouvements semble déclenché par un mécanisme. Son chant, son interprétation musicale ont ce rythme régulier et inconfortable qui rappelle le fonctionnement d'une machine, et il en est de même lorsqu'elle danse. Olympia nous dérange beaucoup, nous ne voulons rien avoir à faire avec elle, car il nous semble qu'elle se comporte comme un être vivant mais qu'elle appartient à une autre nature. Nathaniel ne voulut pas céder à l'amertume que les paroles de Sigismond. Il fit un effort pour se contenir et répondit simplement très sérieusement. Pour vous, âme prosaïque et froide, Olympia dérange. C'est seulement à l'esprit d'un poète que se révèle une personnalité qui lui est semblable. Son regard d'amour et sa pensée se sont tournés vers moi seul, c'est seulement dans l'amour d'Olympia que je me suis retrouvé. Il ne vous semble pas juste qu'Olympia ne participe pas à des conversations vulgaires, comme le font les gens superficiels. Il parle peu, c'est vrai, mais ces quelques mots sont pour moi comme des hiéroglyphes d'un monde intérieur plein d'amour et de connaissance de la vie spirituelle dans la contemplation de l'éternité. Je sais que cela pour vous n'a aucun sens, il est vain d'en parler. Que Dieu te protège mon frère, dit Ségismundo doucement, presque douloureusement, mais je pense que tu fais fausse route. Vous pouvez compter sur moi si tout, non, je ne veux rien dire d'autre. Nathaniel comprit soudain que le froid et pragmatique Ségismundo venait de lui montrer sa loyauté, et il serra chaleureusement la main qu'il lui offrait. Il avait complètement oublié qu'il y avait une Clara dans le monde qu'il avait aimée, sa mère, Lothario, tout avait disparu de sa mémoire. Il ne vivait que pour Olympia, avec qui il passait chaque jour de longues heures à lui parler de son amour, de la sympathie des âmes et des affinités psychiques, qu'Olympia écoutait avec une grande attention. Nathaniel apprit des endroits les plus reculés de son bureau tout ce qu'il avait écrit, poésie, fantasmes, visions, romans, histoires,
Et tout cela a été augmenté de toutes sortes de sonnets, de strophes, de chansons absurdes qu'il a lues à Olympia pendant des heures sans se fatiguer. Je n'avais jamais eu un auditeur aussi admirable. Elle n'a pas cousu ni tricoté, elle n'a pas regardé par la fenêtre, elle n'a pas nourri d'oiseaux ou joué avec un chiot ou son chat préféré, elle n'a pas coupé de papier ou autre, ni n'a dû couvrir un bâillement avec une toux forcée, en un mot, elle restait des heures les yeux fixés sur lui, immobile, et son regard était chaque fois plus vif et plus animé. Ce n'est que lorsque Nathaniel, à la fin, lui prit la main pour la baiser, qu'il dit « Oh! Oh! Et puis, bonne nuit, mon amour. » Âme sensible et profonde. Nathaniel s'exclama dans sa chambre, « Toi seul me comprends. » Il tremblait de bonheur à la pensée des affinités intellectuelles qui existaient entre eux et qui s'accroissaient chaque jour, il semblait entendre la voix d'Olympia en lui, qu'elle parlait dans ses œuvres. Il devait en être ainsi, puisqu'Olympia n'a jamais prononcé d'autres mots que ceux déjà mentionnés. Mais quand Nathaniel se souvenait des moments de lucidité, de passivité et de silence d'Olympia, par exemple, quand elle se levait le matin et jeûnait, il se disait : quels sont les mots ? Mots. Le regard céleste dans ses yeux en dit plus que toutes les langues. Une créature du ciel peut-elle être enfermée dans le cercle étroit de notre façon de nous exprimer ? Le professeur Spallanzani semblait prendre un grand plaisir à la relation de sa fille avec Nathaniel, lui prodiguant toutes sortes d'attentions, de sorte que lorsqu'il osa suggérer un mariage avec Olympia, le professeur, avec un grand sourire, dit qu'il laisserait sa fille choisir librement. Encouragé par ces mots et le cœur brûlant de désir, Nathaniel décida de demander le lendemain à Olympia de lui dire avec des mots ce que son regard lui avait fait comprendre depuis longtemps, qu'elle serait à lui pour toujours. Elle chercha la bague que sa mère lui avait offerte en lui disant au revoir, pour l'offrir à Olympia comme symbole d'union éternelle. Les lettres de Clara et de Lothario tombèrent entre ses mains, il les écarta nonchalamment. Il trouva la bague, la mettant à son doigt, il courut vers Olympia. En montant les escaliers, et alors qu'il était déjà dans le hall, il entendit un grand fracas qui semblait provenir du bureau de Spallanzani. Des pas, des craquements, des coups contre la porte, mêlés de jurons et de jurons. Lâche. Lâchez tout de suite. Infâme. Misérable. Pour cela, j'ai sacrifié ma vie ? Ce n'était pas le deal. J'ai fait les yeux. Et moi les engrenages. Sacré chien de garde. Sors d'ici, Satan. Sors d'ici, bête infernale. C'étaient les voix de Spallanzani et de l'horrible Coppelius qui se mêlaient et résonnaient ensemble. Nathaniel, pris de peur, se précipita dans la chambre. Le professeur tenait un corps de femme par les épaules, et l'Italien Coppola tirait pied, luttant furieusement pour s'en emparer. Nathaniel recula horrifié lorsqu'il reconnut le visage d'Olympia, plein de colère, il voulut arracher sa bien-aimée à ces sauvages. Mais aussitôt Coppola, avec une force de géant, réussit à s'en emparer en déchargeant un coup terrible sur le professeur, qui tomba sur une table pleine de flacons, cylindres et alambics, qui se brisa en 1000 morceaux. Coppola jeta son corps sur le dos et se précipita dans l'escalier avec un rire horrible, les pieds d'Olympia frappaient avec un bruit de bois sur les marches. Nathaniel resta immobile. Il avait vu que le visage de cire pâle d'Olympia n'avait pas d'yeux, et qu'à leur place se trouvaient des cavités noires, c'était une poupée sans vie. Spallanzani gisait sur le sol au milieu de verres brisés qui lui avaient blessé la tête, la poitrine et le bras, et saignait abondamment. Rassemblant ses forces, il dit : courez après lui. Cours. Qu'est-ce que tu attends ? Coppelius a volé mon meilleur automate. 20 ans de travail. J'ai sacrifié ma vie. Les engrenages, la voix, le pas, étaient à moi, les yeux, j'ai volé tes yeux, maudit, cours après lui. Rends-moi mon Olympia. Voici les yeux.
Puis Nathaniel vit par terre une paire d'yeux ensanglantés qui le fixaient. Spallanzani les ramassa et les jeta contre sa poitrine. Le délire le saisit et, confondu avec ses sens et ses pensées, il dit. Ouah, ouah. Cercle de feu. Cercle de feu. Tourne, cercle de feu. Jolie petite poupée en bois, tourne. Ce que c'est drôle. Et se précipitant sur le professeur, il le saisit par le cou. Je l'aurais étranglé, mais le bruit a attiré des gens qui ont renversé puis ligoté Nathaniel en colère, sauvant ainsi le professeur. Sigismundo, bien qu'il fût très fort, pouvait à peine tenir son ami, qui ne cessait de crier d'une voix terrible. Spin, petite poupée en bois, frappant des coups de poing autour d'elle. Enfin, ils ont réussi à le dominer entre plusieurs. Ses paroles continuèrent à se faire entendre comme un rugissement sauvage, et ainsi, dans son délire, il fut conduit à l'asile de fous. Avant de continuer, au gentil lecteur, avec l'histoire de l'infortuné Nathaniel, je peux vous raconter, puisque vous vous intéresserez au mécanicien et fabricant d'automates Spallanzani, qui s'est complètement remis de ses blessures. Il avait été contraint d'abandonner l'université parce que l'histoire de Nathaniel avait fait tant de bruit, et le fait qu'il ait introduit une poupée en bois dans les cercles de thé, où il avait eu un certain succès, était considéré partout comme intolérable. Les avocats trouvèrent la supercherie d'autant plus punissable qu'elle avait été dirigée contre le public et si sournoisement que personne, sauf quelques étudiants très intelligents, ne s'était douté de quoi que ce soit, même si maintenant ils disaient tous en être doutés. Pour certains, y compris une élégante habituée des goûters, il était suspect qu'Olympia éternue plus souvent qu'elle ne bâille, ce qui était contraire à toutes les règles. Cela était dû, selon les élégantes, au mécanisme interne qui grinçait d'une manière différente, et ainsi de suite. Le professeur de poésie et d'éloquence prit du tabac et dit joyeusement. Honorables mesdames et messieurs, vous ne réalisez pas quel est le nœud du problème. Tout a été une allégorie, une métaphore continue. Comprenez-vous? Sapienti assis. Mais beaucoup de gens honorables ne se contentaient pas de cette explication, l'histoire de l'automate les avait profondément marqués, et une terrible méfiance à l'égard des figures humaines s'était répandue parmi eux. De nombreux amoureux, pour se convaincre que leur bien-aimé n'était pas une poupée de bois, ils la forçaient à danser et chanter sans suivre les rythmes, à tricoter ou coudre en écoutant la lecture, à jouer avec le chien, etc., et, surtout, non seulement écouter, mais aussi parler, pour que sa sensibilité et sa réflexion soient appréciées. Dans certains cas, les liens amoureux se sont resserrés, dans d'autres, ce fut la cause de nombreuses ruptures. On ne peut pas continuer comme ça, ont-ils tout dit. Maintenant, dans l'été, il bâillait incroyablement et n'éternuait jamais pour éviter les soupçons. Comme nous l'avons déjà dit, Spallanzani a dû fuir pour éviter une enquête criminelle pour avoir trompé la société avec un automate. Coppola a également disparu. Nathaniel se réveilla un jour comme d'un sommeil douloureux et profond, ouvrit les yeux, et une sensation de bien-être infini et de chaleur céleste l'envahit. Il était couché dans sa chambre, dans la maison de son père. Clara était penchée sur lui et, à côté d'elle, sa mère et Lothario. Enfin, cher Nathaniel. Vous avez été guéri d'une maladie grave. Tu es à nouveau à moi. C'est ainsi que parla Clara, pleine de tendresse, en serrant dans ses bras Nathaniel qui murmura à travers ses larmes. Clara, ma Clara. Sigismundo, qui n'avait pas abandonné son ami, entra dans la pièce. Nathaniel lui serra la main. Frère, tu ne m'as pas abandonné. Toute trace de folie avait disparu et très vite les soins de sa mère, de sa bien-aimée et de ses amis lui redonnèrent des forces. Le bonheur revint dans cette maison, car un vieil oncle, dont personne ne se souvenait, venait de mourir et avait laissé en héritage à sa mère un vaste domaine près de la ville. Toute la famille avait l'intention d'y aller, la mère, Lothario, et Nathaniel et Clara,
qui allait se marier. Nathaniel était plus gentil que jamais. Il avait retrouvé la naïveté de son enfance et apprécié l'âme pure et céleste de Clara. Personne ne lui rappelait le passé même dans les moindres détails. Ce n'est que lorsque Ségismundo est allé lui dire au revoir qu'il a dit. Dieu sait bien, mon frère, que j'étais sur le mauvais chemin, mais un ange m'a conduit à temps sur le chemin de la lumière. Cet ange a été Clara. Ségismundo ne lui permit pas de continuer à parler, craignant qu'il ne sombre dans des pensées douloureuses. Le moment vint où tous les quatre, heureux, allaient se diriger vers leur maison de campagne. Pendant la journée, ils faisaient leurs courses dans le centre-ville. La haute tour de l'hôtel de ville projetait son ombre gigantesque sur le marché. « Montons dans la tour pour voir les montagnes, » dit Claire. À peine dit que c'était fait, Nathanaël et Clara montèrent à la tour, la mère revint avec la bonne, et Lothario, qui n'avait pas envie de monter autant de marches, préféra attendre en bas. Aussitôt les deux amants se retrouvèrent, bras dessus bras dessous, dans la plus haute galerie de la tour, contemplant l'épaisseur des forêts, derrière lesquelles s'élevait la chaîne de montagnes bleues, comme une cité de géants. « Tu vois ces buissons qui semblent venir vers nous ?» demanda Claire. Nathaniel fouilla instinctivement dans sa poche et en sortit les jumelles de Coppola. Oh! Les portant à ses yeux, il vit l'image de Clara devant lui. Son pouls se mit à battre violemment dans ses veines, pâle comme la mort, il fixa Clara. Ses yeux brillèrent et il se mit à rugir comme un animal sauvage, puis il se mit à sursauter en disant en riant à haute voix. « Tourne, petite poupée de bois, tourne !» Et, saisissant Clara, il voulut la précipiter hors de la galerie, mais, dans son désespoir, Clara s'agrippa à la rambarde. Lothario entendit le rire furieux du fou et les cris de frayeur de Clara, un terrible pressentiment le saisit et il monta l'escalier en courant. La porte du deuxième escalier était fermée. Les cris de Clara se multiplièrent, aveuglée de rage et de terreur, elle poussa la porte jusqu'à ce qu'elle cède. La voix de Clara faiblissait. « Aide, sauve-moi, sauve-moi. » Sa voix est morte dans l'air. « Ce fou va la tuer » s'écria Lothaire. La porte de la galerie était également fermée. Le désespoir lui donna de la force et la fit sauter de ses gonds. Dieu du ciel! Nathaniel tenait Clara en l'air, qui se tenait toujours à la rambarde d'une main. Lothario saisit sa sœur avec la rapidité de l'éclair. Il frappa Nathaniel au visage, le forçant à lâcher prise. Puis elle descendit avec sa sœur évanouie dans ses bras. « J'ai été sauvé. » Nathaniel courut et sauta dans la galerie en criant. « Cercle de feu, tourne, cercle de feu !» La foule s'est rassemblée aux cris sauvages, et parmi eux le plus grand avocat Coppelius, qui venait d'arriver dans la ville et se trouvait au marché, se détachait. Quand quelqu'un a suggéré de monter dans la tour pour maîtriser le fou, Coppelius a ri. « Tu n'as qu'à attendre, ça va tomber tout seul », et il a continué à lever les yeux comme les autres. Nathaniel s'arrêta brusquement et baissa les yeux, et voyant Coppelius s'écria d'une voix aiguë. « Ah, de beaux yeux, de beaux yeux !» et a sauté dans le vide. Lorsque Nathaniel resta allongé, la tête brisée, sur les dalles de la rue, Coppelius disparut.